Donc, c'est difficile de prendre la parole après vous parce que vous nous avez envoyé une forte émotion, mais je pense que c'est la difficulté en même temps, la noblesse du métier funéraire que d'avoir, enfin nos conseillers funéraires ont sans arrêt cette émotion qui leur arrive de la part des familles et il faut qu'ils travaillent avec les familles pour autant pour bâtir une cérémonie, bâtir des rites. Et ben, c'est ce que je vais essayer de faire en revenant sur les fondamentaux de notre métier. Alors le funéraire, c'est un formidable observatoire de la société. Parce que la mort, c'est un moment de rupture. C'est une rupture de la relation affective, de la relation sociale, de cercle relationnel. C'est la fin d'une histoire, le début d'une nouvelle. Et comme tout moment de rupture, elle est propice à l'émergence de la vérité. Et c'était Pedro Meca qui m'avait dit une fois, François, la sociologie de la mort, c'est l'autopsie du vivant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très vrai. Le rôle des opérateurs funéraires est souvent essentiel pour les familles. Les résultats d'ICREDOC le montrent. Les opérateurs funéraires interviennent dans un moment clé entre l'annonce du décès, par le corps médical souvent, et la reprise d'une vie d'apparence normale, je dis bien d'apparence, parce qu'on sait que se déroule pendant un temps certain ou un certain temps ce processus de maturation de la perte qu'est le travail de deuil. Alors que se passe-t-il pendant cette période charnière de quelques jours entre l'annonce du décès et l'entrée dans ce chemin de deuil? Qu'est-ce que peuvent faire les opérateurs funéraires pour que ce travail ultérieur soit facilité? Quel rôle jouent ces opérateurs funéraires? Comment peuvent-ils éventuellement être plus performants? Ça, c'est les questions que je voudrais qu'on se pose. Alors tout d'abord un constat quand même, mais je rejoins ce qui a déjà été dit. Pour moi, il n'y a plus le deuil, mais des deuils. Le titre du colloque était, à mon avis, un tout petit peu réducteur, mieux accompagner le deuil, parce que il y a des situations de perte d'un proche qui sont extrêmement variées maintenant, en fonction des formidables évolutions démographiques que l'on a pu vivre récemment. D'abord, il y a la mort des personnes très âgées. Lorsqu'une personne de 70 ans organise les obsèques d'un de ses parents qui a 95 ans, elle a elle-même réfléchi à sa propre mort, et donc elle a une distance par rapport à la mort. D'ailleurs, ce qui était frappant, hein, quand vous voyez, quand les gens avancent en âge, dans les résultats du CREDOC, on s'aperçoit qu'ils ont moins de deuils marquants. Alors qu'en réalité, statistiquement, ils ont eu plus de deuils marquants. Mais ils ont pris des distances, et donc, il y a des obsèques qui sont beaucoup moins affectives. Il y a la question de la mort sociale avant la mort physique, que vous avez évoquée. Plus en plus de personnes meurent à la suite d'une longue période de désocialisation, à la suite d'une maladie dégénérative, Alzheimer, démence sénile, etc. Et donc la mort sociale se produit largement avant la mort physique. Et le travail de deuil, il est largement en amont. Donc quand les obsèques, c'est plus un événement social qui va être empreint de nostalgie, parce que c'est la fin d'une époque, mais beaucoup plus que de peine. Il y a la mort des soins palliatifs, hein, dans ces lieux extraordinaires où on ne traite plus une maladie, mais on accompagne un malade. L'entourage est associé et la mort est anticipée. On recommande souvent aux familles d'aller voir les pompes funèbres avant le décès. Hein, et donc, il y a déjà quelque chose, les relations avec les familles ont quelque chose d'apaisé. Il y a la mort des jeunes seniors. Qu'un sexagénaire meurt en jouant au tennis d'une crise cardiaque, eh bien c'est un séisme parce qu'il ne meurt pas en son temps. Il y a les morts contre l'ordre des choses. C'est la mort d'un enfant. Il n'est pas dans l'ordre des choses que des parents enterrent un enfant. La colère, à ce moment-là, vient se joindre à la peine. Et puis il y a la mort périnatale. La naissance d'un enfant est dorénavant un projet. Une femme ne tombe plus enceinte. Hein, ce n'est pas le hasard, etc. C'est un projet de vie. Et donc, dans ces conditions, perdre un enfant avant la naissance ne se résume absolument pas à « tu vas en refaire un autre ». C'est tout un projet qui s'écroule et qu'il faut savoir accompagner. C'est d'autant plus difficile que ces situations deviennent de plus en plus rares. Donc, toutes ces situations de deuil se déroulent dans une société qui occulte totalement la mort, en tout cas la vraie mort. Ah, on surexpose à la télévision les morts exotiques ou les morts dans les séries et dans les films, mais la vraie mort, elle est totalement taboue. Et la mort,
Ouais, je repensais, par exemple, la jeune mère qui vient de perdre un enfant, elle va retourner au travail, elle n'a aucun signe extérieur de deuil. Elle doit redevenir rapidement l'executive woman qu'on attend qu'elle soit. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour elle de parler avec les autres. Quand les gens portaient le deuil, c'était relativement facile. Il y avait des signaux de reconnaissance. D'abord, on savait qu'on n'était pas seul dans sa peine, puisqu'il y en avait d'autres qui étaient aussi en deuil. Et puis, qu'une personne s'assoie sur un banc à côté d'une autre qui portait le deuil, ben, la conversation pouvait s'engager. Là, c'est maintenant beaucoup plus difficile. Par ailleurs, alors que la mort avait toujours été réglée par la religion, ou encore plus loin par la magie, on se retrouve en France avec une proportion de 40% de personnes qui sont athées ou non croyantes, 85% de non pratiquantes. Vraiment, les vrais pratiquants, ça doit être de l'ordre de 7%, mais une quinzaine de pourcents, enfin 85% en tout cas, qui connaissent franchement pas grand-chose. Et même chez les croyants et les pratiquants, le socle des anciennes religions s'effondre et on voit apparaître des syncrétismes surprenants. Et puis on assiste à l'arrivée de migrants avec des croyances extrêmement diverses. Il y a d'ailleurs la Fondation Services Funéraires de la Ville de Paris va présenter dans quelques jours une étude qui a été réalisée par Claudine Athias du centre Edgar Morin de l'EHESS sur les franciliens, enfin les franciliens migrants et leur anticipation de la mort. Donc, comment envisagent-ils la mort et les obsèques? C'est absolument passionnant. Et une de ces conclusions, c'est quand même de dire que jamais dans l'histoire de l'humanité, on avait trouvé dans une même place, en Île-de-France, mais on pourrait parler du Grand Londres de la même façon, avec une cohabitation avec d'autant de conceptions fondamentalement différentes de la vie et de la mort, des rituels funéraires qui doivent être bricolés en permanence, et comment tout ça, ça s'ajuste. Enfin, c'est absolument passionnant. Toujours est-il que ce n'est pas forcément facile pour les opérateurs funéraires. Enfin, les pratiques funéraires françaises ont spectaculairement évolué. Il y a une génération, la crémation, c'était 1% des obsèques, c'était réservé à des militants. Maintenant, c'est 35%, plus d'un tiers des familles. Et ce n'est pas neutre parce que l'émergence de la crémation au détriment de l'inhumation, ce n'est pas simplement un changement de technique, mais c'est vraiment un vrai bouleversement rituel et symbolique. Ça participe du même phénomène et est concomitant avec l'émergence des contrats d'obsèques par lesquels les futurs morts choisissent eux-mêmes le devenir de leur corps après la mort, ce qui fait que ce ne sont plus les conventions sociales qui définissent les obsèques, ni même les proches, pour qui elles sont faites pourtant, mais c'est le défunt lui-même qui se projette dans sa propre mort. Dans ces conditions, certaines obsèques modernes ne sont plus une aide pour les vivants sur le chemin du deuil, mais c'est avant tout une mise en scène par le futur mort de sa propre mort. Et c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que ce schéma temporel est complètement bouleversé. L'accompagnement de toutes ces situations va nécessiter pour les opérateurs funéraires de passer de ce qui était leur ancien métier, l'ordonnancement des convenances, à l'accompagnement de chacun dans sa singularité. Singularité du deuil, singularité des circonstances du deuil, singularité des croyances, singularité de l'entourage, etc. C'est un vrai challenge pour la profession. D'autant que les services funéraires se retrouvent en première ligne pour accompagner les familles, alors que le corps social a abandonné toute velléité de le faire, depuis qu'il a cantonné tout ce qui touche la mort dans un domaine tabou. Les professionnels du funéraire sont devenus les seuls garants de l'initiation des rites funéraires. Mais intéressons-nous à ce qui va se passer durant ces quelques jours entre l'annonce du décès et les funérailles. Sur le plan anthropologique, quelles que soient les civilisations ou communautés, quelles que soient les parties du monde, on retrouve 4 points communs à ce que va réaliser le corps social pendant cette période des obsèques. Point numéro 1, assigner une place physique au cadavre, afin de protéger la société contre la pourriture de celui-ci. Point numéro 2, lui attribuer une place symbolique, afin qu'il trouve sa place ailleurs. Point numéro 3, rétablir l'ordre social de la communauté qui a été perturbé par la disparition d'un de ses proches, enfin d'un de ses membres. Et enfin, aider les endeuillés à surmonter la rupture d'un lien affectif, leur permettre d'entamer leur travail de deuil. C'est 4 rôles, je vais revenir dessus. Et lorsqu'il y a, donc ça c'est un point commun, quelles que soient les civilisations. Et lorsqu'il y a intervention religieuse, ce qu'on a vu n'est pas toujours le cas,
la religion ajoute naturellement une autre dimension qui est de s'occuper de l'âme du défunt. Et là-dessus, chaque religion a ce chemin propre. Je vais revenir sur ces 4 fonctions pour les lister par quelques exemples. Donc, assigner une place physique au cadavre, on va placer le défunt dans une enveloppe protectrice, un cercueil, à pouvoir laver, traiter éventuellement des soins de thanatopraxie. On va ensuite le placer dans sa dernière demeure, qui est un lieu qui est fait pour les morts, ceint de hauts murs, qui est le cimetière. Et puis, pour bien montrer la séparation des morts et des vivants, on va mettre une grosse pierre par-dessus. Mais là, c'est là où on s'aperçoit que la crémation, c'est quelque chose de particulier, puisque si on brûle un cadavre et qu'il est transformé dans des cendres nomades, facilement transportables, dispersables, eh bien, elles sont beaucoup moins cantonnées dans l'espace. Deuxième point, lui attribuer une place symbolique. Alors, c'est une notion très présente en Afrique et en Orient, mais je vais prendre quelque chose d'extrêmement important qui nous appartient à nous, opérateurs funéraires. Je vais parler, qu'est-ce que c'est que le processus de crémation, par exemple? On va prendre un corps de 80 kg. Et 90% de ce corps va se retrouver dans des gaz qui vont être évacués par la cheminée. Il va y avoir 2-3 kilos qui vont être des déchets dans les systèmes de filtration, etc. Et puis, il va rester 2 kilos qui vont être pulvérisés et mis dans un petit pot de 2 litres. Eh bien, il va être essentiel pour le maître de cérémonie qui va diriger une cérémonie civile, de faire passer symboliquement, enfin de préparer les membres de l'Assemblée à faire passer symboliquement ce défunt de 80 kg qui est dans le cercueil, qui est anthropomorphe, à l'urne dans laquelle il va se trouver à peine 2 heures plus tard. Et donc ça, c'est un élément, par exemple, central de la cérémonie. Troisièmement, ça va être de rétablir l'ordre social de la communauté qui a été perturbée par la disparition d'un de ces éléments. Comme le rappelaient Tanguy Chapelle et Pascal Ebel, un défunt n'appartient pas qu'à une seule personne, l'organisateur des obsèques. Le défunt faisait partie de multiples cercles relationnels. Il faut savoir concerner tout le monde. Il y a l'entreprise aussi, c'est extrêmement frappant. Et donc, pensez à tout ce qui peut être fait comme rituel dans l'entreprise. Mais il y a par exemple des gestes qu'on voit très souvent, par exemple, quand il y a des francs-maçons qui viennent au cimetière. Eh bien, ils referment la chaîne d'union qui avait été rompue par la disparition d'un des leurs. Ça fait partie des gestes symboliques forts qui peuvent être menés. Et enfin, troisièmement, et c'est là le plus important, et c'est là où je pense qu'on a tout notre rôle dans cette partie du deuil, c'est aider l'initiation de ce travail de deuil. Et cette part-là, je le disais, largement prise en charge par le secteur funéraire, et presque entièrement lorsqu'il y a cérémonie civile. Le rôle premier des opérateurs funéraires va être alors d'accomplir des rituels. L'opérateur funéraire va organiser toute une partie des opérations, des démarches administratives, des coordinations d'intervenants, etc. Il va fournir des cercueils, des corbillards. Il va guider la famille aussi, lui permettre d'organiser ce qui lui revient, des faire-part, des annonces dans la presse locale, les personnalisations de la cérémonie, l'organisation d'un repas de funérailles, etc. Enfin, plein de choses. Tout ça représente beaucoup de contraintes, mais ces rites sont indispensables pour reconstruire. Et là, je voudrais citer Saint-Exupéry parce que je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort dans Citadelle qui dit « Et les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. Les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l'espace, car il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse point nous user et nous perdre, comme la poignée de sable, mais nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction. » Les rites vont permettre de refonder, de reconstruire à partir du champ de ruines qu'a laissé la mort d'un proche. Je parle bien ici de rites, à l'heure où l'individu prime, où tout doit être personnalisé, la fonction des rites reste importante. La première caractéristique des rites est qu'ils sont prégnants. Et ce n'est que parce qu'ils sont prégnants qu'ils servent à quelque chose. D'abord, la contrainte, c'est ce qui permet de payer une dette, et on sait que le deuil est une affaire de dette, notamment. Ensuite, la contrainte est indispensable pour passer d'un sentiment de désastre personnel de l'endeuillé en une forme d'espoir constructif. Si on est obligé de faire ce que des milliers et des milliers de personnes ont fait avant nous et qui s'en sont sortis, eh bien alors on commence
à prendre conscience que soi-même, on va pouvoir s'en sortir. La communauté est extrêmement importante à ce moment-là. Alors, auparavant, ce rôle était facilité pour les opérateurs funéraires, car ils étaient en position de monopole, avant que M. Sueur intervienne, et ils se contentaient de proposer des enterrements de 4e, 3e, 2e ou première classe. C'était les ordonnateurs des convenances, ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour les opérateurs funéraires, d'autant qu'ils sont en situation de concurrence commerciale. S'ils veulent garder le client, il faut faire plaisir au client. Et beaucoup de familles ont presque exclusivement des demandes de personnalisation, un peu comme pour les mariages profanes maintenant. Hein. On s'y met à l'avance, on crée un événement social. Mais ce n'est pas ça du rituel. Le rite et la personnalisation ont deux rôles distincts et complémentaires. Le rite, c'est ce qui donne sens. La personnalisation, c'est ce qui incarne le rite et le rend opérant en faisant monter l'émotion. C'est pour ça que dans toute cérémonie funéraire correctement menée, on va commencer par nommer le défunt, le relier aux différents cercles auxquels était relié le défunt. On va l'évoquer et on va le faire en quelque sorte revivre pour mieux s'en séparer. Cette phase-là est là pour ouvrir les cœurs, les rendre disponibles au rite, ce qui va donner sens et amener vers un apaisement. Lorsqu'il n'y a que l'émotion, c'est facile, il suffit de passer la musique préférée du défunt, ramener le panier à champignons et puis le couteau du grand-père, la bassine à confiture de la grand-mère, mettre des photos, etc. Oui, on va faire pleurer les gens. Mais ce n'est pas pour ça qu'on les aura aidés. Parce qu'il faut pouvoir reprendre cette émotion pour la consolider et restabiliser les gens. Donc le rôle des opérateurs funéraires est extrêmement important. D'autant plus que la société a abandonné ce champ-là. Ils vont organiser ce dernier moment collectif et solidaire avant un cheminement du deuil très largement solitaire dans la société actuelle. Le moins que l'on puisse attendre d'eux, c'est un grand professionnalisme. En ce sens, la création de diplômes depuis 2008, merci Monsieur Sueur, est un vrai progrès. Il reste que la formation obligatoire pourrait sans doute être encore améliorée. Enfin, je vais conclure sur un dernier souhait, c'est juste permettre aux enfants d'assister aux obsèques. Trop souvent, on entend que les parents veulent protéger les enfants de la douleur que leur apporteraient les obsèques. Mais c'est tout le contraire. C'est une douleur que de les priver d'obsèques. On les en prive d'autant plus lorsqu'il y a crémation d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas en parler. Les enfants sont solides, ils sont capables d'encaisser beaucoup de choses si on les accompagne affectueusement, qu'on leur permet d'être actifs avec des dessins, l'allumage de bougies, la lecture d'un petit poème, etc. Au contraire, leur cacher les choses, les priver des obsèques, empêcher de vivre ce que vivent leurs parents, c'est leur témoigner la défiance, c'est quelque part les maltraiter. Voilà, en tout cas, et je voulais conclure en disant merci à la Chambre syndicale, qui a fait de cette journée, parce que c'est, je pense, un moment formidable pour que la profession funéraire puisse dialoguer avec d'autres parties de la société. Voilà.